Bonjour à tous et bienvenue dans cet avant-dernier épisode de la saison 1 du podcast Atelier Time, le podcast qui parle de la mort et du deuil sous toutes les coutures. Comme les fêtes approchent, et avec elles son lot de joie, mais aussi son lot de difficultés en tout genre, j'ai voulu inviter aujourd'hui Daniel, qui vient nous parler d'un métier dont on parle assez peu, je trouve, que peut être l'accompagnement au deuil. Bonjour Daniel, bienvenue dans cette émission. Bonjour, oui, ça va? Bah oui, écoute, et toi? Ça va bien, merci. Bon, parfait. Je suis vraiment, vraiment contente de presque finir la saison en beauté avec toi. Je pense vraiment que ce que tu as à nous apporter aujourd'hui va pouvoir vraiment soutenir et offrir du réconfort aux ateliers Soul qui nous écoutent, donc les auditeurs. Ou au moins leur apporter des pistes, voire des outils de réflexion pour, leur suite finalement. Et j'aimerais en premier lieu que tu dises, ce que tu fais exactement dans la vie et en quoi tes 2 principales casquettes professionnelles consistent, puisque tu n'as pas, tu n'es pas qu'accompagnante du deuil. Raconte-nous tout ça. Donc oui, j'ai en vrai 3 casquettes. Une qui n'a absolument rien à voir avec le deuil et sur laquelle je vais passer vite, mais je suis aussi officiante, de cérémonie pour les mariages et les baptêmes. Et de là, on a découlé, une autre casquette professionnelle dans le funéraire. Je suis célébrante funéraire laïque, diplômée maître de cérémonie parce que c'était important pour moi d'avoir aussi, cet aspect-là mis en avant. Et je suis effectivement, accompagnante au deuil, depuis, 2021. D'accord, mais du coup, tu as fait depuis quand tu t'es, cérémoniante? Depuis quand tu travailles bah, dans le funéraire, en fait? Alors en fait, j'ai commencé officiellement, c'était en 2018. Ouais, J'ai fait une formation de américaine qui s'appelle Life Cycle Celebrant, qui est une formation de célébrant de vie, qui m'a permis donc de me présenter comme, célébrante funéraire laïque. Et c'est vrai que, bon voilà, à ce moment-là, il y avait, enfin, il n'y avait pas eu le Covid, je tiens pas à en parler particulièrement, mais je pense que ça a aussi quand même joué dans pas mal de métiers du funéraire, malgré tout. Donc voilà, je suis arrivée, avec, toute mon énergie et toute ma volonté en me disant: «J'ai envie de proposer des cérémonies, funéraires personnalisées, c'est un vrai plus, ça aide dans plein de choses». Et ça a été très difficile de, me faire, entendre, ou recevoir, en particulier par, les pompes funèbres. Et les associations que j'ai contactées à ce moment-là, étaient peut-être pas très bien choisies de ma part, mais j'ai pas beaucoup eu de retours. Donc de 2018 à 2020, c'est une activité dont j'ai beaucoup parlé, mais pour laquelle j'ai pas énormément travaillé en réalité. Et puis avec 2020, il a fallu que je choisisse. Je pouvais pas mener les 2 de front, donc 2020, j'ai clairement, consacré mon année à m'occuper de mes petits amoureux parce que je pouvais pas être sur les 2. Et c'est en fait, pendant cette année-là, que, j'ai pris conscience qu'en fait ma place, elle était pas juste auprès des familles lors des funérailles, mais que j'avais envie d'avoir une place qui soit plus, proche d'eux, proche à d'autres moments. Et puis je me suis aussi beaucoup posé de questions quant à ma place par rapport aux amis et connaissances autour de moi qui ont perdu des bébés, à différents moments de la grossesse. C'est quelque chose auquel j'ai été confrontée malheureusement, assez fréquemment, et j'avais vraiment, je cherchais ma place par rapport à ça. C'est une place qui est jamais facile à trouver, mais là je la cherchais vraiment. Et voilà, et du coup, j'ai commencé un peu à creuser, à chercher qu'est-ce qu'il y avait comme formation dans l'accompagnement au deuil, qu'est-ce qui se pouvait se faire? C'était quoi les doulas de fin de vie et les tanadoulas? Enfin voilà, j'ai tout un monde qui s'est ouvert, et de fil en aiguille, on m'a parlé d'une association en France qui s'appelle Couleur Plume, qui est une association qui fait de la formation à l'accompagnement de fin de vie et deuil, sous 2 formats. Des formats courts qui sont des immersions, pendant 4 jours où les gens se retrouvent, pour parler, d'un deuil vécu, ou c'est des professionnels qui ont besoin de quelques outils, et une formation longue sur 9 mois qui permet vraiment d'obtenir une certification en fin de compte. Mais Couleur Plume, c'est pas qu'une formation, c'est aussi, du coup, une association avec des professionnels. On est 21 maintenant, avec, des professionnels à l'intérieur qui sont là pour faire, de l'accompagnement de fin de vie et deuil, dans toute la France. Donc voilà, donc je me suis formée auprès d'elle, et du coup, depuis, juin 2021, j'ai aussi cette casquette d'accompagnante, au deuil qui est venue se rajouter. Et ce printemps, j'ai, passé mon diplôme de maître de cérémonie,
funéraire, parce que c'est un diplôme d'État, et que c'était important pour moi de l'avoir. Et en fait, je me rends compte maintenant que je l'ai fait que sur le moment, j'ai mangé beaucoup de lois et de réglementations et de choses comme ça, mais qu'en fait, ça va avoir et ça a des impacts aussi bien sur ma pratique d'accompagnement au deuil que sur ma pratique de célébration. Déjà félicitations pour tous ces diplômes, bravo. C'est tout récent, j'ai l'impression. Tu as parlé à un moment donné de, Tana Doula et de tous ces métiers-là. Est-ce que tu peux, déjà expliquer ce que c'est une Tana Doula? Parce qu'on en parle vraiment pas beaucoup. On sait pas forcément ce que c'est et du coup, c'est quoi la différence avec une Tana Doula et une accompagnante du deuil? Alors, la Tanadula, c'est, le mot est c'est 2 mots qui sont connus. Il y a les doulas, qui sont des femmes qui, de base accompagnent les mères et les bébés, qui sont présentes pour toute la grossesse, en postnatal, pendant l'accouchement et en prénatal, avec vraiment l'idée de prendre soin, des mamans, des papas et de l'enfant à venir. Et il y a Tana qui est, le terme grec qui est en référence à la mort. Donc on a déjà accolé ces 2 mots. Et vraiment, c'est l'idée de la Tanadula, c'est qu'elle est là pour prendre soin de la personne en fin de vie, de son entourage et ensuite de son entourage une fois que la personne est disparue. Donc voilà. Donc globalement, moi, je suis formée pour être Tana Doula puisque j'ai une formation qui me permet d'accompagner et les gens en fin de vie et les personnes en deuil. Après, moi, j'ai choisi de me concentrer que sur le deuil parce que c'est déjà un sujet que je connais à travers ma casquette de célébrante funéraire. Et puis parce que clairement, la fin de vie est un accompagnement à la fois identique et à la fois différent de ce qui se fait dans le deuil. Et pour le moment, je me sens pas juste pas appelée par les accompagnements de fin de vie. Donc moi, je me suis concentrée sur l'accompagnement du deuil. Et j'ai choisi la casquette accompagnante du deuil parce que c'était pour vraiment distinguer, mais je peux tout à fait me considérer comme une Tanadoula. C'est un terme qui est plus populaire auprès des gens aussi. Donc voilà, quand les gens ont un doute et qu'ils comprennent pas, je dis que je suis Tana, ça me va aussi. Mais, du coup, tu nous as parlé un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené vers l'accompagnement. Mais qu'est-ce qui t'a amené à travailler en tant que cérémoniante? Qu'est-ce qui t'a amené vers le milieu du funéraire? Est-ce que c'est des expériences? Est-ce que c'est, le métier qui t'a choisi? Comment ça s'est passé pour toi? Alors je dirais que le métier m'a choisi avec une certaine logique, c'est-à-dire que, quand j'ai commencé les mariages, j'étais jeune maman, mes enfants étaient encore petits et avant j'avais déjà une place auprès et des endeuillés et des couples parce que je chante du gospel depuis très longtemps et que qui dit gospel dit animation de mariage surtout, mais on a aussi fait, des accompagnements en musique pour, des gens qui avaient perdu un proche. Dont un où j'ai chanté enceinte de ma fille jusqu'au cou, pour la maman de quelqu'un que je connaissais. Et en fait, clairement, j'ai eu ce même sentiment de me sentir utile à cet endroit-là, à travers ce que j'apportais rien qu'à travers des chansons. Donc quand j'ai commencé les mariages, pour moi, ça a été une évidence que je ferais les funérailles un jour aussi. Sauf que quand j'ai commencé les mariages, clairement, j'étais pas du tout, prête à accompagner la mort et puis j'avais des enfants qui étaient petits. Il y avait une vraie inadéquation entre le stade de la vie où j'étais et ce moment-là et après, je m'en rends compte maintenant, en fait, oui, alors il y a eu le moment où j'ai eu ma formation de célébrante funéraire et puis presque 3 ans avant que vraiment, on vienne me contacter pour des cérémonies de funérailles. J'en ai fait, mais dans des circonstances qui étaient pas des circonstances entre guillemets «de recherche professionnelle», c'était juste parce que c'était l'endroit et le moment et je pense qu'il y a aussi eu tout un cheminement qui s'est, fait en moi à cet endroit-là sur, en fait, oui, c'est bien, j'accompagne l'amour, j'accompagne l'arrivée de la vie et en fait, j'ai aussi envie d'accompagner les gens dans, ce qui se passe quand il y a plus de vie, et comment on est une fois qu'on a perdu quelqu'un. Et voilà, j'avais pas une fascination particulière pour le milieu funéraire. Ça s'est mis en place au fur et à mesure. Et puis parce qu'il y a aussi toute cette réflexion qui s'est installée sur et la place de la mort dans nos sociétés et pourquoi c'est un sujet dont on parle pas. Donc voilà, j'avais aussi eu cette envie de dire ok, c'est aussi ma manière à moi de redonner à la mort sa place dans notre monde et ça me va très bien. Je suis évidemment très, très, très curieuse de connaître un peu ton expérience en tant que maître de cérémonie parce que tu dois avoir, plein, plein de choses à raconter. Plein d'histoires, mais je pense que, ce volet de ton histoire pourrait faire l'objet d'un second épisode avec toi.
complètement dédié du coup. D'ailleurs, si les auditeurs veulent ce second épisode avec toi, ils peuvent le réclamer et te poser des questions toi directement, à toi directement, soit dans les commentaires sur YouTube pour ceux qui regardent sur YouTube, ou en venant sur nos réseaux sociaux pour ceux qui sont sur Spotify et Deezer. Je vous mettrai évidemment toutes les informations en description. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble plus de la partie accompagnement que tu proposes, à commencer par la façon que tu as de travailler en fait. Si on veut être accompagné par toi, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? À quoi ça ressemble un suivi, avec toi? Alors c'est quelque chose qui est compliqué à définir parce que, j'ai pas, de méthode particulière que je suis. En fait, l'idée, c'est vraiment de déjà d'être là, d'être présente, d'offrir de l'écoute. Alors c'est le grand terme à la mode, mais c'est comme ça. De l'écoute pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de l'écoute bienveillance sans jugement. Et très souvent, ce qui est hyper important, les gens, ils arrivent au début et ils ont juste besoin de dire des choses, de re-raconter ce qui s'est passé encore, de déposer des émotions. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui vient tout de suite parce qu'il faut aussi qu'ils se sentent à l'aise. On lâche pas forcément les émotions au premier coup. Et encore souvent, quand on raconte ce qui s'est passé, on se laisse gagner par l'histoire qu'on est en train de raconter. Donc, de la dire, de la redire, et c'est hyper important. Et ça m'arrive d'entendre 4 fois la même histoire et c'est jamais la même version en fait. C'est hyper important de travailler tout l'aspect émotionnel parce que le deuil est vraiment un moment où on est submergé par plein d'émotions qui sont souvent des émotions que je vais dire négatives avec des gros guillemets, mais des émotions qu'on n'aime pas vivre en règle générale. Et il y a déjà ce côté de dire aux gens, mais en fait, c'est OK. Et puis même presque c'est normal. Et donc de réapprendre à ressentir ces émotions, à les ressentir dans son corps, puis à les exprimer et à comprendre que les émotions, elles sont aussi là pour dire qu'il y a des besoins qui sont pas nourris. Donc après, venir se centrer sur les besoins que peuvent avoir les endeuillés. Et c'est souvent quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire, se concentrer sur ses besoins, encore plus quand on est en deuil. Donc voilà, il y a déjà tout cet aspect-là qui est hyper important et qu'on travaille. Et c'est pour ça que je dis que c'est informel et qu'il n'y a pas de méthode parce que ça peut être juste laisser les gens parler et on discute. Ça peut être, je vois là que la personne physiquement elle est pas bien, elle bouge. Bon ben écoute, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Bien, on sort, on va marcher, on se mène. Il y a peu de chances qu'on croise des gens. Ça peut arriver, mais il y a peu de chances. Et moi, je crois fort fort au pouvoir rassurant et rassérénant de la nature. Donc on va et puis peut-être que juste on marche et qu'on dévie complètement du sujet, simplement ben, on s'est aéré et ça finit toujours par revenir parce que ça fait du bien. Et puis après, suivant où on en est, on va pouvoir commencer à travailler avec plusieurs outils. Moi, forcément, j'écris beaucoup, donc je suis très très investie dans l'importance de l'écriture dans le deuil. Alors ça peut être tenir un journal de deuil, un carnet de deuil, écrire une lettre. Il y a 1000 manières d'écrire, le co-construire à 2 parce que ou la personne a envie de faire ça toute seule de son côté, ou alors il y a des choses qu'elle partage et on regarde comment on peut travailler dessus. J'ai une formation aussi au carnet de deuil qui est un carnet créatif qui permet de prendre soin de son deuil. Et après voilà, ça peut être aussi des choses beaucoup plus matérielles et pratiques. Et voilà, être face à une maman qui a perdu un petit, mais qui a des enfants plus grands et qui me dit juste j'arrive pas à gérer le quotidien. Eh ben c'est pas grave. Je vais venir chez elle plutôt que qu'on se retrouve dans mon petit cabinet à moi, mon petit cocon à moi. Je vais venir chez elle et puis je vais lui donner un coup de main pour dépendre du linge, pour aller faire ses courses parce qu'en fait elle a besoin mais juste elle n'arrive pas à sortir de la voiture, elle a pas envie d'aller au magasin, elle va tout le temps parce qu'elle va croiser je sais pas qui et puis que c'est quelqu'un qui sait pas qu'elle a perdu son bébé et qu'elle a pas envie à ce moment-là de raconter l'histoire encore. Ça peut être ben, être là quand le grand rentre de la garderie ou de l'école ou de la crèche pour faire le tampon en attendant que papa revienne parce que c'est un jour où ça marche pas. Et ça, c'est des choses qui sont très pratico-pratiques. À l'inverse, si je prends un décès d'un conjoint ou d'une conjointe, ça peut être le soutien dans tout ce qui est la paperasse administrative. Je suis absolument pas formée là-dessus, mais simplement être avec la personne pour rechecker toute la liste de ce qu'on lui a dit, ce qu'il fallait faire, se rendre compte qu'elle a oublié quelque chose, gérer un détail administratif avec les pompes funèbres parce que maintenant j'ai quand même une idée de ce qui doit se passer à cet endroit-là. Éventuellement faire le lien avec eux aussi parce qu'il y a encore des choses à régler une fois que les funérailles ont été célébrées. C'est le jeu et c'est comme ça. Voilà, c'est toutes des petites choses qui sont très pratiques, qui sont de la gestion de la vie quotidienne, mais qui peuvent soulager la personne endeuillée et ça peut aussi soulager l'entourage. C'est-à-dire que si c'est un décès ou c'est une amie proche, une tante, un parent qui prend la gestion et qui, à un moment, gère très bien, mais a besoin de dire
En fait, moi, j'ai besoin de parler de ce qui m'attriste dans cette histoire-là. J'ai besoin de parler de mon deuil. J'ai besoin de déposer. J'ai besoin de dire que c'est injuste ou que je suis en colère ou que je sais pas comment faire pour l'aider plus que ça. Ben, du coup, ça fait aussi partie des choses que je peux proposer dans un accompagnement. C'est super intéressant et c'est super important que on parle du côté, charge mentale du deuil. Parce que c'est un truc qu'on je suis pas sûre qu'on parle d'habitude de charge mentale, en fait, pour le deuil. Parce qu'on parle beaucoup d'émotions, on parle beaucoup de chamboulements, de bilan de vie, de tri, de machin, mais on parle pas effectivement de la charge mentale et quand on vit un deuil, effectivement, on est face à, des contraintes, des obligations administratives, financières, matérielles qui sont énormes et qui peuvent être très, très lourdes à gérer. Vraiment c'est super enfin, je suis vraiment contente que tu parles et que tu puisses accompagner les personnes autour de ça. J'avais fait un podcast, sur le tri, même 2 je crois, sur le tri et ce que peut être le tri, après le deuil. Donc du coup, ça fait beaucoup écho et beaucoup sens par rapport à ça. Mais du coup, moi, c'est un petit peu la question que j'allais poser, c'est, le cette charge mentale, est-ce que ça fait partie des principales problématiques que tu peux en tout cas les plus courantes que tu peux rencontrer auprès des endeuillés? Et du coup, toi, tu vas être là physiquement, mais est-ce que tu as des outils éventuellement à leur donner? Des astuces, des moyens d'essayer de gérer ça au mieux sur le moment? Ou enfin, comment tu gères, en fait? Alors la charge mentale fait partie des choses que je rencontre. C'est vrai qu'en général, quand on commence, les gens, ils viennent déjà pour l'aspect émotionnel du deuil. Donc il y a souvent un début d'accompagnement qui se fait en lien avec, l'aspect des émotions, la gestion des émotions, ce côté où je peux tout déposer auprès de Daniel et en fait, elle est là et je suis hyper fâchée et hyper en colère et en fait, c'est OK. Ou à l'inverse, je suis dans une phase où je culpabilise énormément et en fait, c'est OK. Où je suis juste très, très triste et c'est un moment où voilà, je vais pleurer, 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 pleurer. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé où on est 20-25 minutes sur 1 heure d'accompagnement où ben, la personne, elle est là, elle pleure et puis ça a juste besoin de sortir. Et il y en a même qui expriment le fait que non, ils n'ont pas besoin qu'il y ait un câlin, qu'il y ait juste une boîte de mouchoirs à disposition. Mais il y a ce côté hyper libérateur de pouvoir dire en fait, je pleure, elle accueille et puis surtout elle va pas juger et pas me dire que ça fait 10 minutes et ça suffit et maintenant il faut passer à autre chose. La charge mentale, c'est quelque chose qui vient après, en général. Donc déjà, je connais un petit peu les personnes, j'ai une meilleure idée de leur histoire. Mais c'est souvent quelque chose qui vient après. Ça va aussi dépendre de à quel stade les gens, enfin comment ils ont avancé dans leur deuil. C'est-à-dire que si c'est des gens qui viennent me voir relativement au début du processus de deuil, il y a encore beaucoup de choses à gérer en charge mentale. Et là, clairement, moi, je vais les renvoyer vers des outils et des sites internet type, je vais prendre un que je connais bien, tranquillité.fr, qui va les accompagner dans toutes ces choses-là. Il y a ce que moi je peux aider parce que je sais et je connais. Très souvent, les pompes funèbres, ils donnent des documents de support avec la liste des choses auxquelles il faut penser. Donc, vérifier avec eux que sur cette liste, tout a bien été coché ou voir ce qui reste encore à faire, suivant l'âge de la personne ou son état émotionnel. Faire une recherche internet pour trouver un modèle de lettre type et l'imprimer, elle est là. Enfin, voilà, c'est des petites choses très basiques. Si les gens viennent me voir et qu'ils ont envie de travailler un deuil qui est un deuil qui est plus ancien, alors ça peut être 1 année, voire même plus, la charge émotionnelle qui est là, elle va se mettre en place autrement. Enfin, la charge mentale, pardon, elle va se mettre en place autrement. Et il y a moins cette charge mentale de documents, de gestion du quotidien, hyper gérés et hyper serrés à gérer, parce ils sont plus loin sur leur chemin de deuil. Et c'est plus une charge mentale qui, du coup, puisque tu parlais de tri, va arriver sur j'ai déjà fait, ou il faut que je commence, ou j'aimerais le faire, une partie de ce tri. Quand, comment, quoi, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Et on a surtout de grandes discussions sur la pression sociale par rapport à tout ça, par exemple. Et puis, on revient sur qu'est-ce que c'est vos besoins par rapport à ça. Est-ce que tu as envie de tout garder et c'est OK? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vraiment besoin de trier et c'est OK? Et si c'est quelqu'un qui me dit: «Mais maintenant, il est temps que je déménage», et ben, il y a des métiers, des gens qui viennent donner un coup de main. J'ai plus le nom en tête là tout de suite, mais dont le métier, c'est d'aider justement lors de déménagements où les gens quittent.
Admettons que c'est un couple et c'est quelqu'un dans le couple qui est décédé, la personne décide de déménager. Il y a des gens qui viennent aider et qui sont pas juste des déménageurs, mais qui vont donner un coup de main, et puis aussi, avoir des pistes. Tiens, eh ben, vous voulez vous débarrasser de son bureau parce que je sais pas, pour plein de raisons, c'est un bureau qui réveille toujours des souvenirs qui sont pénibles et qui, avec le temps, voilà, la veuve a plus envie de gérer ces souvenirs-là. Est-ce qu'effectivement on le débarrasse parce qu'il y a un côté colère, et on va jusqu'au bout de la chose et on débarrasse ce truc? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est quelque chose qu'on va donner parce qu'il a une deuxième vie et si oui, à qui on le donne et quel souhait vous avez derrière? Donc voilà, c'est plus quand les gens sont plus avancés sur leur chemin de deuil, c'est des choses qui sont plus ponctuelles, mais qui amènent peut-être à de plus grandes réflexions. Donc c'est pas des choses de l'ordre de: «Il faut, faire un courrier à», «Il faut avoir pensé à résilier à». Après, je cache pas que, nos administrations ont le don et le chic de renvoyer un courrier en disant: «Ah, ça fait 1 an que vous avez un compte chez nous, bla «Ah bon, mais en fait le compte je l'avais fermé et puis la démarche s'est pas fait». Vous avez droit à une réduction de 10 parce que machin, vous êtes abonné depuis combien de temps? Oui, sauf qu'en fait, je vous ai déjà dit que mon mari était décédé et ouais, nos administrations sont très, très, pénibles là-dessus. Mais à cet endroit-là, ce qui est plus difficile à gérer, c'est pas tellement le fait de devoir faire un courrier. Les gens, malheureusement, en ont fait tellement qu'ils reprennent, leur ordi puis ils recommencent. C'est plus tout ce que ça va venir réveiller, qui est compliqué à gérer. Du coup, tu as répondu un petit peu à la question suivante, mais tu rediriges du coup beaucoup visiblement vers des professionnels qui vont agir dans le concret. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup de rediriger, tes accompagnés, enfin vers des professionnels du coup de la santé ou de la santé mentale? Parce que du coup, ça devient trop compliqué ou ça dépasse en fait toi, ce que tu peux faire avec eux? Oui, je suis pas psy. C'est une différence qui est pas toujours facile à expliquer. Je suis pas psy, je suis pas thérapeute, et certaines fois, les gens, ils ont besoin, de voir un psychologue, voire même un psychiatre ou un psychothérapeute, et puis parce que, en psychothérapeute, il y a des thérapeutes qui ont plein de spécialités. Moi, je crois fort dans la, psychologie, transgénérationnelle et tout l'impact qu'elle peut amener. Donc ça peut être envoyé vers quelqu'un qui maîtrise cet outil, ça peut, envoyer la personne pour faire une constellation familiale. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et puis après, j'ai aussi, aller voir un médecin parce que le deuil, ça a des répercussions physiques parfois qui sont fortes. Ça peut, réveiller ou générer des maladies et ça, mon type un médecin ne peut rien faire. Ça peut être, envoyé voir, si la personne, ça lui parle, un hypnothérapeute parce que peut-être, il y a quelque chose à faire pour, essayer d'adoucir un traumatisme ou, je sais pas, c'est un décès violent, on a beau en discuter, remettre des mots dessus et reformuler, je me rends compte que ça suffit pas d'en reparler et qu'il faut peut-être travailler ça autrement. Et moi, je suis pas formée pour ça, j'ai pas ces compétences-là, donc clairement, je peux pas faire. Ça peut être aussi, si ça parle aux gens, les envoyer voir, un énergéticien, un passeur d'âme, tout ce volet-là qui, fait partie de l'accompagnement du deuil et qui peut être nécessaire. Il y a des gens qui, sont très cartésiens et qui, quand ils traversent un deuil, se retrouvent je sais pas, avoir des signes, des choses qu'ils comprennent pas. On a beau leur expliquer que ça existe, que ce sont des choses que les gens vivent, ils ont besoin que ça leur soit expliqué autrement parce que c'est leur côté cartésien et ça me fait toujours beaucoup de plaisir quand j'ai quelqu'un de très cartésien qui finit par aller voir un passeur d'âme ou une énergéticienne ou qui va me faire de la lithothérapie alors que c'est quelque chose qu'il aurait jamais fait avant et revenir en disant: «Mais en fait, ça m'a fait du bien» parce que ça va travailler plus profondément, cette espèce d'incompréhension qui va pas avec leur manière de fonctionner et de nouveau, moi là, j'ai pas les compétences pour les accompagner. Je peux mettre le doigt dessus, on veut regarder ce qu'on peut faire ensemble, mais il y a un moment, c'est aussi mon job de dire: «Là-dessus, moi, je peux pas aller plus loin. J'ai pas cette compétence-là, il faut aller voir quelqu'un qui va pouvoir t'aider à avancer». Et après voilà, s'il y a besoin, j'ai des gens à recommander, ça fait aussi partie d'avoir des gens à recommander, mais je laisse la liberté aux gens de faire aussi de leurs recherches de leur propre côté. Ce qui me parle à moi parle pas forcément aux gens que j'accompagne. Ouais, bien sûr et ça c'est très fort et je pense que c'est important, quand on est, est-ce qu'on peut dire que tu soignant? Je suis pas sûre parce que je suis pas sûre que ça aille à ce stade-là, mais vraiment c'est pour ça que le mot accompagnement est très, très juste et très justifié par rapport à ça. C'est que, tu es une professionnelle
mais tu n'es pas une professionnelle de la santé ni de la santé mentale. Voilà et du coup, c'est vraiment, vraiment important à la fois d'en prendre conscience et à la fois de savoir que ça existe. Parce que du coup, effectivement, tu peux finalement être la le lien, en fait, entre la personne qui est toute seule et qui sait pas quoi faire, et du coup des suivis qui vont être beaucoup plus profonds et beaucoup plus importants, un petit peu avec la suite et vraiment je trouve que c'est très fort et très important de marquer ce processus-là que tu peux offrir parce que, on a souvent, et d'autant plus dans le deuil, j'ai l'impression, on a souvent ce truc de, «Non, je veux pas aller voir quelqu'un. Je suis pas, juste je suis triste». Alors que ça va beaucoup plus loin que ça me réveille beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Mais, du coup, j'ai très envie de te poser une question qui est un petit peu plus intime et un peu plus dans les coulisses, en quelque sorte, de ton quotidien, de ton métier. Est-ce que, il y a des accompagnements et si plutôt des histoires qui te marquent plus que d'autres? Et comment toi tu gères un petit peu ce côté émotionnel, en fait, de ton côté? Parce que du coup, tu es face à des histoires qui doivent parfois être compliquées à gérer, qui doivent aussi peut-être faire écho à la tienne. Comment voilà, est-ce que tu as des situations, des choses à nous partager et puis comment tu gères tout ça toi, de ton côté? Alors je commence déjà par avoir les gens au téléphone, avant de les avoir en accompagnement. Et suivant déjà ce qu'on m'explique, si on n'entre pas dans les détails, j'ai pas le temps de faire un rendez-vous téléphonique de 1 heure, mais voilà. Moi, j'ai aussi appris à poser mes propres limites. Par exemple, je sais que je suis maman, mes enfants sont plus des tout petits, mais ils sont pas grands. Je me sens absolument pas à ma juste place d'accompagner des parents endeuillés d'enfants qui sont pas des bébés. Je suis désolée de faire cette distinction-là, dans ce sens-là. Mais autant j'ai aucun souci avec le deuil périnatal, autant, voilà, les parents endeuillés, d'enfants entre, 3 et on va dire des grands adolescents, c'est quelque chose avec laquelle j'arrive pas à prendre la distance nécessaire. Je suis trop impliquée, moi, en tant que maman. Donc voilà, je sais que quand les gens m'appellent, je vais les renvoyer vers des confrères, vers des consoeurs. C'est pas des deuils que je me sens d'accompagner pour le moment. Donc voilà, il y a aussi ça. Ça fait partie de ces limites que j'ai appris à poser, et je sais que voilà, il y a aussi certaines morts violentes, où, je suis très claire en disant: «Va de l'avant» et si je sens que c'est quelque chose, qui prend trop de place, qui est trop important, que je suis pas assez solide toute seule pour gérer ça, est-ce que c'est OK que je demande une supervision? C'est l'avantage de l'association qui m'a formée, c'est que, on est aussi là pour s'entraider par nous. Et du coup, en général, les gens me disent oui parce que si je demande une supervision, je vais aller la demander à mes consoeurs et mes confrères couleur plume et que, ça fait aussi partie de ce pourquoi on travaille avec moi. Donc voilà, ça c'est déjà une première chose qui était importante, à préciser. Et puis après, voilà, ça fait partie du enfin je reste humaine. J'ai pas du tout, cette image autant quand je célèbre des funérailles, par exemple, je vais vraiment être dans mon rôle et c'est hyper important que je le tienne, peu importe les émotions qui pourraient, me gagner à cet endroit-là. La dernière cérémonie que j'ai célébrée, il y avait du gospel. Ça m'a énormément touchée qu'il y ait du gospel parce que j'en chante moi-même. Mais c'est hyper important que je garde cet endroit-là. Autant quand je suis dans un accompagnement, si moi, je me sentais touchée ou que l'histoire de la personne m'émeut parce que c'est tout à fait possible, de ce partage d'émotions, et ben, du coup, c'est aussi quelque chose que j'explique et qui est OK, par rapport à ça et voilà, je prends un moment pour souffler. Éventuellement, je dis que je sors 2 minutes, pour revenir reprendre ma position, mais c'est plutôt après. Moi, j'ai un fonctionnement qui fait que, c'est souvent après que par contre, je vais avoir besoin de décharger moi. Une fois que la personne est partie. Sur le moment, je vais tenir ma place, elle est hyper importante. Sinon tout l'aspect sécurisé et sécurisant qu'il peut y avoir à m'accompagner, il se perd, donc c'est pas possible. Et moi, c'est surtout après. Je sais que, par exemple, typiquement, les funérailles, je vais pas en faire 2 sur la même semaine. Parce que déjà, il me faut le temps de la préparation et que je me vois pas jongler d'une à l'autre, clairement. Mais parce que j'ai besoin d'être focalisée sur une famille que j'accompagne. Puis après, il y aura la célébration. Et qu'après la célébration, j'ai bien besoin de 24-48 heures avant de me dire, OK, c'est bon, je suis en état, je peux me reproposer pour une nouvelle famille d'endeuillés. Et quand je fais un accompagnement, euh, j'ai des accompagnements qui fonctionnent à distance. Ça, c'est différent parce que je choisis le moment où je peux répondre. Mais quand je fais un accompagnement, que ce soit en visio ou en présentiel,
suivant où on en est. Par exemple, c'est le premier rendez-vous, je sais pas à quoi m'attendre, je vais pas prendre un second rendez-vous dans la journée. Justement pour que, s'il y a besoin, que je moi dépose quelque chose, que j'aille m'aérer la tête pour me ressourcer, que je passe dans un truc hyper joyeux parce que c'est quelque chose qui était hyper sombre et ben, je puisse le faire sans arriver, chargée hyper négativement sur la prochaine personne que je vais accompagner. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faut, pour devenir accompagnant du deuil? Dans le sens où qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faut au fond de soi? Pas forcément du coup en tant que diplôme, en tant que processus, enfin, de formation et cetera, parce que du coup tu nous en as parlé, mais hem, qu'est-ce qu'il faut à ton avis pour être accompagnant du deuil, en fait? Alors j'ai envie de te dire, être très honnête avec soi-même, déjà, hem, être très au clair avec, ses limites, ses besoins, ses émotions. Je sais qu'à Couleur Plume, on a passé les premiers mois à bosser sur soi en introspection et si sur le coup, je me suis demandé à quoi ça servait, maintenant j'en prends la pleine mesure. Et puis après, il y a aussi vraiment, être au clair sur, je vais travailler dans le deuil, voire dans le funéraire suivant quel pont on fait entre les 2. Comment je vais gérer d'être dans un milieu qui est pas toujours très drôle parce que, être au contact des familles endeuillées, c'est beaucoup d'émotions, négatives, beaucoup de tristesse, beaucoup de lourdeur et c'est important d'être au fait avec ça, de se poser, des questions aussi sur son propre rapport à la mort, parce que, en tout cas à mon sens à moi, quelqu'un qui est terrorisé par la mort d'une manière générale, peut être un super accompagnant au deuil à condition qu'il soit hyper au clair avec ça pour lui. S'il n'est pas hyper au clair, c'est compliqué, d'être là et de parler de mort et de deuil en sachant que c'est à chaque fois, même si on ne montre pas, ça vient, nous torturer à l'intérieur parce que ça remet en cause des questions personnelles qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est avoir en fait une sécurité pour soi, pour pouvoir être sécure pour les autres et je pense que c'est vraiment fondamental. Super intéressant que tu parles de la peur de la mort. Tu peur de la mort, toi? Oui et non. J'ai pour plein de choses absolument pas et en moi, en tant que moi, pour moi-même, pas du tout. Par contre, quand je me projette par rapport à mes enfants, oui, j'ai peur qu'il arrive quoi que ce soit à mes enfants et j'ai peur de perdre ma place de maman à leur côté. Ils sont pas prêts à ce que je sois pas là et ça, c'est un truc c'est pour ça aussi que, par exemple, je peux pas accompagner des parents endeuillés pour le moment. Autant moi, en tant que moi, si je fais abstraction de mes enfants, je sais que c'est inéluctable, je sais que ça va arriver, si possible le plus tard possible, mais voilà, ça n'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que voilà. Par contre, quand je me projette par rapport à mes enfants, oui, là, clairement, pour le moment, ils sont à mes yeux pas assez grands pour que, je les abandonne, comme ça, d'un coup. Je comprends carrément. Hem, mais du coup, c'est moi, ça me surprend parce que c'est ce qui me fait peur, mais le côté inconnu, de ta propre mort, le côté après, le côté on sait pas ce qui se passe, est-ce qu'il y a un après? Toutes ces questions-là, ça te fait pas peur du tout? Non, parce que C'est je maintenant tu vas, quoi. oui, ben, parce que je chemine là-dessus depuis longtemps, parce que ma formation m'a amenée à cheminer dessus depuis aussi, parce que, ça fait partie du champ des possibles, puis parce qu'en fait, je suis très sereine par rapport à ça. C'est-à-dire que mon point de vue là-dessus évolue en fonction des gens que je rencontre, de ce que je traverse, de ce que je vis et ouais, je suis très sereine par rapport à ça. Ça veut pas dire que je me pose pas des questions, et ça veut pas dire que les choses évoluent pas, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète outre mesure. Et tu souvent face à cette peur de la mort, chez tes accompagnés? Non, pas tellement, parce qu'en fait, ils sont indirectement en plein dedans Oui, puisqu'ils sont en deuil. C'est des peurs que je vais rencontrer plus quand, c'est quelqu'un qui a perdu un de ses parents et il a peur que l'autre meure des mêmes souffrances, oui. ou il a peur d'être complètement orphelin de parents. Ou alors voilà, c'est un veuf et il a très peur de partir lui parce qu'il y a des enfants, même s'ils sont grands et de laisser les enfants. C'est plus cet aspect-là que la peur de la mort en général. En général, elle a fait une entrée tellement fracassante dans la vie que les gens en ont plus peur. Ils l'aiment pas nécessairement, mais ils en ont plus peur parce qu'elle est devenue partie de leur quotidien. Je crois que tu as tapé dans le mille, hein. À peu près tout ce que tu as dit là, tout ce que tu as évoqué au niveau de la peur de la mort, je crois que je les ai à peu près.
Donc non, ça me parle, mais du coup, comment est-ce que toi tu travailles ça, en fait? Parce que, je sais que c'est des pour le vivre, vraiment là, pour le coup, voilà, je suis dedans même, 5 6 ans après, je suis encore dedans, dans cette peur, de tomber malade, dans cette peur de souffrir, dans cette peur de faire souffrir mon entourage et cetera. Heu, comment tu arrives à gérer ce traumatisme, enfin, parce que la peur, j'ai l'impression que c'est un peu qu'un symptôme des traumatismes de mort violente de nos proches, en fait. On revient sur ce que je disais. On va alors parler de ce qui a pu déclencher, la peur ou le traumatisme, aller voir s'il y en a pas d'autres avant ou Ouais, d'expériences vécues ou d'autres expériences entendues. Parce que des fois c'est pas soi, c'est d'avoir entendu. Ça dépend du métier qu'on fait aussi. Donc revenir là-dessus et puis travailler ses émotions. La peur est une émotion difficile à travailler parce qu'elle vient toucher des choses très à l'intérieur de soi. Et c'est une émotion primaire. C'est une émotion de oui, base, c'est une émotion, de défense hyper forte. Donc voilà, travailler, exprimer avec clairement et je suis très claire là-dessus depuis le début, le fait qu'on va mettre des mots, que ça va aider à progresser, mais que le chemin par rapport à ça, il y a que mon endeuillé qui peut le faire de son côté. Je peux lui proposer des outils, dire les choses et les exprimer, ça aide à y voir plus clair. Mais il faut que la personne, elle avance et j'ai aucune certitude que, en rencontrant, par exemple, un nouveau deuil ou un événement de vie, et ben, ça va pas revenir, réveiller cette chose-là. J'ai la certitude que, par contre, on a travaillé dessus et qu'il y a certaines prises de conscience, certaines choses qui sont ancrées, qui aident à affronter mieux. Mais après une peur, quand c'est une peur qui est vraiment ancrée et qui est très profonde, on l'atténue, si je peux le dire comme ça, mais elle va rester. C'est quelque chose qui est, vraiment enfin, je le vois avec les parents endeuillés. Il y en a qui décident d'avoir d'autres enfants, et ça se passe toujours très bien. Il y a des exceptions parce que la vie est pas toujours très juste, mais ça se passe toujours très bien. Ça n'empêche qu'ils ont beau être rassurés et par le personnel médical et par moi et par les gens qui accompagnent et par leur entourage, ils vivent avec cette peur qu'il se passe quelque chose, jusqu'au bout et voire même après et on l'exprime et on dit, mais cette peur, elle est viscérale. C'est «Oh, je l'ai pas senti bouger depuis 2 heures, c'est le drame. Je sais qu'il y a aucune raison. Je sais que c'est l'heure où il dort. Je sais que, mais c'est quand même, ça va venir chercher quelque chose en moi. Ce que je sais faire, par contre, c'est l'accueillir mieux. C'est ne pas entrer en mode panique plus parce que voilà. Et, et du coup, ça me permet d'avancer. Par contre, moi, je vais être incapable de m'empêcher que la peur se redéclenche. oui, oui, bien sûr, moi, c'est pas je suis pas certaine que ce soit la meilleure des solutions de se dire, la peur, c'est un truc qu'il faut absolument pas ressentir, enfin, tu vois, par rapport à ce qu'on a pu vivre, aux expériences et cetera. En fait, notre cerveau, il est comme ça, je pense qu'il est fait comme ça, pour apprendre et effectivement tu le dis en disant que, la peur est une émotion primale, c'est une émotion de survie, c'est une émotion qui est essentielle à notre vie et à notre survie. Donc oui et c'est difficile, je pense, de dire qu'à un moment donné, i soit on peut pas, soit il faut pas ne plus avoir peur. Parce que si on n'a plus peur, ben, c'est fini quoi quelque part. On va se mettre, soit en danger, on peut oublier les trucs, enfin voilà, ça va être, c'est dangereux finalement de ne plus avoir peur. Donc c'est très, très chouette et très important de faire ce rappel-là. Plus le podcast avance et plus je suis enrhumée. Je suis désolée, je pense que ma voix change un petit peu. Non, ça va. Bon tant mieux, si ça s'entend pas, c'est bien. Ouais, je suis contente qu'on parle de la peur de la peur, de façon globale, parce que c'est effectivement, c'est pas, nécessairement la peur qui est liée à la mort en soi, mais aussi à tout ce qui a pu se passer autour, à tout ce qu'on ouais, c'est ça, je pense que vraiment c'est ça, c'est pour moi, c'est les traumatismes qu'on peut vivre, dans notre vie et qui, du coup, s'intègrent très, très fort dans notre cerveau, même dans notre corps, en fait. Même dans notre corps. On en parlera la saison prochaine, on fera quelques épisodes en rapport avec le rapport au corps, à son corps en tant qu'endeuillé, qui, j'ai l'impression, change beaucoup à ce moment-là. Il peut se passer plein, plein, plein de choses. Est-ce que tu as un truc à dire par rapport à ça? Par rapport au rapport au corps en tant qu'endeuillé? Alors un truc hyper important, écouter son corps.
Je sais que c'est bateau dit comme ça, mais je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, le deuil, ça a des répercussions corporelles insoupçonnées. La fatigue souvent, mais voilà, il y a des gens qui mangent plus, il y a des gens qui mangent pas. Il y a des gens qui vont réveiller des pathologies qui sont, endormies. Il y a des gens qui vont déclarer des trucs chroniques. C'est vraiment pas tout le monde heureusement, hein, je veux pas, peindre un truc horrible, mais c'est clairement le truc dont on prend le moins soin quand on est en deuil, parce qu'on se focalise sur d'autres choses et ouais, j'ai juste envie de dire, c'est hyper important de l'écouter et d'en prendre soin et quand on dit à un endeuillé, serait bien que tu bouges un peu. On lui demande pas d'aller courir un marathon, juste sortir, s'aérer, marcher 5 minutes pour commencer, c'est déjà un début. Et puis s'il y prend goût 10 minutes, et peut-être qu'en fait non, la marche c'est pas son truc et qu'il va avoir envie d'aller nager, ou il va se mettre à courir et faire un marathon, ou qu'il a envie, il adore la montagne et le ski en hiver, mais voir tout ce monde, ça va pas du tout. Ben retourner faire une balade dans la neige pour déjà être connecté à cet environnement-là. C'est vrai que ça a l'air anodin comme ça, mais c'est hyper important. Et quand on dit aux gens: «Vous voulez aider un endeuillé? Faites-lui à manger». Ça a l'air bête, proposez-lui un repas, un truc qui est en conserve ou qui peut congeler, peu importe. Faites-lui à manger parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie de se faire à manger et puis c'est normal et c'est totalement OK mais de savoir qu'en fait, je peux sortir un truc du congèle que j'ai pas acheté dans un supermarché et qui me convient qu'à moitié pour plein de raisons, ça, c'est hyper réconfortant parce que ça a été fait par machin ou par machine pour moi et peut-être que je vais même en manger qu'un tiers, mais c'est pas grave, il est là. Le fait de savoir que ça existe va m'obliger à aller voir ce qu'il y a et même si je sors rien du congélateur, j'ai fait la démarche de et c'est déjà énorme. Arrêtez les fleurs, faites des petits plats. Non, non, je suis contente aussi que tu dis ça parce que ça me fait penser à ce que j'ai fait, dernièrement puisque cette année j'ai eu quelqu'un pas enterrer du coup, mais à dire au revoir. J'ai eu à dire au revoir à quelqu'un cette année et j'ai pas apporté des enfin si, j'ai apporté des fleurs d'ailleurs. J'allais dire, j'ai pas apporté de fleurs, mais si, si, j'ai apporté des fleurs, mais j'ai aussi apporté un bocal de biscuits pour la famille, voilà. Tu nous as parlé d'associations dans lesquelles, tu as pu être formé, mais aussi je pense autour desquelles tu travailles beaucoup et dans ces associations-là, tu animes des apéros de la mort. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Et est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors les apéros de la mort, c'est pas mené par une association, enfin si, de façon indirecte. En fait, les apéros de la mort, ça vient du média qui s'appelle Happy End, qui est un média qui a été créé en 2018 par Sarah Dumont, parce que suite au décès de son père, elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait rien qui existait pour accompagner, renseigner, donner des informations aux gens endeuillés, autres que les pompes funèbres. Donc voilà, elle a créé ce média qui maintenant existe avec un site internet sur lequel il y a des parcours qu'on peut suivre, des ressources, des blogs, un annuaire des professionnels et tout. Et les cafés mortels, c'est un concept qui existe par contre depuis bien plus longtemps, puisque ça a été créé en Suisse en 2004 et par un monsieur qui s'appelle, j'espère que je te dis pas de bêtises, Bertrand Creta ou Bernard Creta, j'ai un doute sur son prénom maintenant. Donc voilà, et c'était vraiment l'idée de réunir les gens pour discuter de la mort parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait c'était un sujet tabou, qu'on n'en parlait pas assez, sans, sans objectif particulier. Donc voilà, elle a décidé de un peu moderniser le concept en proposant la version apéro. Déjà parce qu'un café à 4h30 de l'après-midi, à l'heure actuelle, les gens bossent et que c'est difficile de les réunir. Et puis parce qu'il y a le côté apéro où on boit un verre, on grignote 3 biscuits ou une planche de charcuterie et ça donne un côté qui est très convivial à ce moment-là. Je vais dire ce qui est hein, en France et caricatural et j'assume pleinement. L'apéro, c'est sacré dans l'esprit de beaucoup de monde en France. C'est un vrai moment de partage et c'est un vrai moment convivial et c'est quelque chose que j'affectionne moi beaucoup. Donc, il y avait aussi ce concept-là derrière. Donc, elle a créé les apéros de la mort, je sais plus quand, il y a 2, 3 ans, qui se développent petit à petit en France. Et du coup, maintenant que c'est quelque chose qui marche, elle a créé une association liée que aux apéros de la mort pour un petit peu distinguer ça de Happy End. Ça reste chapeauté par Happy End, mais ça a son fonctionnement à lui avec des ambassadeurs et ambassadrices. Et donc, je suis ambassadrice pour Happy End. Et du coup, j'ai animé hier soir mon premier apéro de la mort sur Annecy.
Donc voilà, c'était chouette parce que dans ma chère Haute-Savoie, c'est pas quelque chose qui est encore très commun que d'avoir des cafés mortels, des moments d'échange au sujet de la mort et du deuil ou éventuellement de la fin de vie parce que c'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, c'est vraiment un moment hyper informel où on est deux parce que c'est important de pouvoir être deux s'il y a quelqu'un qu'il faut accompagner ou si voilà, j'ai quelqu'un qui est parti avant hier, raccompagner cette personne pour clôturer avec sans laisser le groupe tout seul par exemple, c'était important. Donc voilà, on est deux, mais on est arrivé sans avoir prédéfini énormément de choses. On allait prendre ce qui allait venir, laisser les gens parler. Et en fait, j'ai besoin d'intégrer tout ça et de prendre du recul parce que c'est tout frais. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, les gens, rien que se présenter, dire pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qui les avait attirés, avec des profils très différents, des gens juste curieux, des gens qui avaient un parcours, des gens qui étaient en plein dans un deuil. Déjà, rien que ça, c'était hyper nourrissant. Parce qu'il y a ce côté de, on réunit des gens pour parler de la mort, peu importe comment est-ce qu'on a envie d'en parler, mais on est tous là avec cet objectif, et du coup, ça fait tomber un peu ce tabou qui plane autour de la mort et de la place qu'on lui donne dans la société, et ça libère la parole. Et en fait, pouvoir offrir ces bulles de libération de parole autour de ce sujet-là, ça me semble super nécessaire et super important. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai déjà beaucoup parlé de enfin beaucoup, beaucoup évoqué, le fait que, je participe à des cercles, alors des cercles de femmes pour le coup, donc non mixtes, mais qui se veulent du coup des espaces de parole libre, d'écoute, où on peut se déposer. Un petit peu l'idée finalement aussi de ce podcast pour les endeuillés, un espace de réconfort et de soutien pour eux. Du coup, est-ce qu'on peut dire que les apéros de la mort sont des espaces de parole? Est-ce qu'on peut rapprocher ça à un cercle de parole, mixte du coup? Les apéros de la mort, c'est pas un cercle de parole dans le sens qu'il n'y a pas de visée thérapeutique derrière. Un cercle de parole a cette visée-là quand même. C'est vraiment juste un espace de parole. Et il y a des gens qui vont venir et qui n'ont pas, entre guillemets, de problématiques particulières avec le deuil. Hier, j'avais des gens qui étaient là par simple curiosité pour voir comment ça allait se passer. On ne prend pas au cercle de parole des gens qui sont là par simple curiosité, entre guillemets. Donc voilà, il y a ce côté, on peut parler de tout, on peut déposer si on a envie de déposer, on peut libérer la parole si on a envie qu'on retrouverait dans un cercle de parole. Mais il y a un côté beaucoup moins formel, beaucoup plus léger, avec un cadre qui est peut-être, j'ai pas envie d'employer le mot strict, pourtant c'est le seul qui me vient là maintenant tout de suite, mais avec un cadre un petit peu différent. Et je pense qu'en fait, c'est important de le distinguer du cercle de parole, de nouveau pour cette histoire de tabou qui entoure la mort et d'une manière générale. Si on dit cercle de parole autour de la mort, euh, les gens seront peut-être moins motivés de venir voir. Et un des buts derrière l'apéro mortel, c'est aussi pardon, l'apéro de la mort, c'est aussi d'avoir des gens qui sont là par curiosité, qui ont vu ce que c'était et qui ont dit c'est trop cool et qui vont en parler autour d'eux pour que d'autres personnes viennent et des gens qui après pourraient avoir besoin de quelque chose de peut-être plus centré, version cercle de parole, mais des gens qui avaient juste besoin et qui reviendront peut-être jamais ou qui reviendront dans 6 mois parce que tiens, j'ai vu un truc dans les médias, j'ai discuté avec un ami et puis j'ai envie de partager ça avec des gens qui se sentent concernés, tout simplement. Oui, je pense que c'est bien et c'est important que tu dises que c'est pas un cercle, parce que je pense qu'un apéro de la mort, a moins de règles. Voilà, parce que quand on est en cercle, effectivement, on a souvent un bâton de parole, par exemple. On a un petit peu alors j'ai pas envie de dire des contraintes, mais au moins des règles pour que le cercle se passe. Effectivement, je pense qu'un apéro de la mort, c'est vraiment un espace de convivialité où on peut se retrouver, se rencontrer, autour de ce sujet-là, qui du coup, comme il n'est pas, facile à aborder, en particulier avec des inconnus finalement, que, du coup, c'est ce petit cocon dans un lieu public. Je crois que ça se passe quasiment toujours dans un lieu public en général, dans des bars ou dans des restaurants peut-être, je sais pas. Tu vas me dire, et du coup, ce côté convivial, ce côté public aussi, c'est sécurisant pour pouvoir se déposer. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça. Toi, tu animes ça en tant qu'accompagnante du deuil, mais est-ce que n'importe qui, avec des grosses guillemets, peut proposer, organiser, animer un apéro de la mort?
dans, son village ou dans sa ville ou dans sa région? Oui et non. C'est-à-dire que dans la charte, c'est important que sur les 2 personnes qui soient présentes, il y ait au moins un des 2 qui soit accompagnant du deuil, thérapeute du deuil, enfin qui ait quelque chose en lien avec cet aspect-là. Parce qu'on va traiter de deuil et qu'il faut pouvoir éventuellement avoir des outils ou des réponses à certaines questions. Voilà. Par contre, la deuxième personne, c'est souvent quelqu'un qui a quand même un parcours, plus ou moins en lien avec le deuil. J'ai une consoeur chez Couleur Plume qui l'accompagne avec une dame qui travaille dans des pompes funèbres indépendantes. J'en ai une autre qui a contacté une psychologue, qui est pas forcément une psychologue spécialisée dans le deuil. Il y en a où c'est avec des sophrologues, il y en a où c'est avec des coachs. Donc il y a quand même toujours une idée d'accompagnement derrière ou de lien avec la mort. Par contre, c'est important qu'il y ait au moins une personne, qui soit, référente par rapport à de l'accompagnement du deuil, et pour l'avoir vécu, ça me semble juste essentiel. Hem, Ne serait-ce parce qu'on peut accueillir des émotions et que, monsieur et madame tout le monde n'est pas forcément préparé à cet accueil d'émotions. Et puis parce que parfois, c'est important, il y a des questions qui sont dites sans être posées et tu sens que les gens, ils ont besoin d'une réponse quand même. Donc, sans du tout donner des détails, on n'est absolument pas là pour ça. Mais pouvoir donner des éléments de réponse, ça semble quelque chose qui est essentiel malgré tout. Et bah, genre, je te demande ça parce que, j'ai très envie, moi, un jour, donc je vais évidemment me former. Ça fait plusieurs fois que j'en parle dans les podcasts, mais c'est une forme d'engagement auprès de ma communauté, de mes auditeurs, donc de vous, les ateliers Soul. J'aimerais très fort un jour pour pouvoir proposer des cercles d'endeuillés, donc sur le même principe que, des cercles de parole, mixtes ou pas d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, ce serait mixte, pour justement pouvoir se déposer, à un endroit sans que, et être écouté à un endroit et à un moment spécifique, sans être jugé, sans être aussi dans la recherche de réponses et cetera, juste au moins de pouvoir, voilà, déposer. Et du coup, si, parmi mes auditeurs, il y a un accompagnant du deuil qui est dans ma région, contactez-moi pour qu'on fasse des apéros là-bas. J'aimerais beaucoup, déjà participer et il y en a pas dans ma région pour le moment. Donc ouais, si on peut faire en sorte que ce projet-là, ce petit rendez-vous, local puisse se démocratiser et se faire de plus en plus, vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, si vous avez les ressources pour le faire, allez-y, contactez Happy N Asso, du coup, si je me trompe pas. Et puis contacter les accompagnants du deuil et toutes les personnes qui peuvent être en lien, avec ça, autour de vous pour, organiser ce joli, et merveilleux moment. Si tu avais un message à faire passer à tous les endeuillés du monde, un message, un conseil ou en fait ce que tu veux, qu'est-ce que ce serait? Je vais être très bateau, mais je vais dire: «Prenez soin de vous». C'est hyper important, je le sais au quotidien, hein, quand on est endeuillé soi-même. Bien sûr, il y a soi, il y a toutes les personnes qui gravitent autour de nous, et c'est compliqué de penser à soi et rien qu'à soi. Alors encore plus si on est maman et qu'il y a des enfants, encore plus si, i c'est quelqu'un qui s'en va et puis il reste un papy ou une mamie et qu'il faut aussi s'en occuper. Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui ajoutent là-dessus, mais même entre guillemets, on a que soi dont il faut prendre soin, un aspect pratique et matériel. C'est hyper important de prendre soin de vous, c'est hyper important de s'écouter, c'est hyper important de se mettre prioritairement en avant à ce moment-là et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste que c'est nécessaire en fait. Et j'ai envie de te dire que, alors non seulement tu m'as volé mon petit mot de la fin à moi, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile et c'est un rappel qu'il faut faire constamment, puisque c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps et si facilement. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi, Daniel. Merci de nous avoir, ouvert les portes et un peu les coulisses de l'accompagnement du deuil. J'espère que vous avez pu découvrir une nouvelle façon de prendre soin de soi et de sa santé mentale et si c'est pas le cas, et que cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, vraiment, partagez-le comme un message de soutien, en fait, finalement, à cette personne-là. Je pense vraiment que ça peut aider d'autres personnes. J'espère que ça t'a plu aussi, Daniel, de passer ce moment-là avec toi. Merci beaucoup.
Et si vous voulez, chers Samuel et Soul, que Daniel vous suive ou au moins vous conseille, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous son compte, s'appelle Rien que pour vos étoiles et vous pouvez aller découvrir son site internet également, Rien que pour vos étoiles, tout attaché, tout en minuscules et sans accent si je me trompe pas, elle va me corriger juste après, avec un point .com à la fin. Merci de suivre ce podcast, merci de suivre mon projet créatif sur mes réseaux sociaux, où je vous invite à me rejoindre d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve dans 15 jours pour l'épisode de clôture de la saison où je ferai le bilan de cette année, le bilan du podcast en fait, un petit peu le bilan de mon entreprise créative atelier aussi, peut-être aussi un petit bilan perso, on va voir. Mais surtout évidemment pour vous souhaiter de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Et toujours, en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous.